Bien, donc vous l'avez compris, voici venu le temps de l'échange et du dialogue entre vous, Madame la Ministre, et vous, Monsieur le Président de la FFMKR. Alors, tout d'abord, peut-être ce qui serait intéressant, parce que vous n'avez pas creusé, vous avez évoqué, mais vous n'avez pas creusé le sillon du sujet conventionnel, qui est un sujet qui touche et concerne l'ensemble des kinés aujourd'hui. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la FFMKR a signé cet avenant numéro 7, cet avenant qui porte 531 millions d'euros de revalorisation. Alors, deux questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, cette enveloppe est sanctuarisée ? Et est-ce que l'avenant, en tout cas la négociation flash concernant les revalorisations, inflation, s'additionnera bien? Et deuxième question, est-ce qu'on a un calendrier pour la reprise des travaux sur l'avenant 7? Alors, à cette question, il peut y avoir deux réponses. La première... On veut la bonne. Hein. Thomas Patoum va venir. Il va vous répondre. Ça, c'est pas cool. Mais Madame la Ministre, il me semble qu'il y a un cadrage. Ça, c'était la première. Je pourrais faire ça. Bah non, on va pas faire ça. Il développera, mais vous dire que, tout d'abord, je l'ai dit, mais je le redis, vous avez été un partenaire constructif dans les discussions autour des négociations de cet avenant 7. Il y avait des conditions. À partir du moment où il n'y avait pas de signature, et nous l'avons répété à tous, vous avez assumé, vous avez pris vos responsabilités. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et il était très clair, et là je sais que ça va... Je vais peut-être rester moins longtemps que prévu du coup, non, je plaisante. Il a été très clair qu'à partir du moment où cette négociation de l'avenant n'aboutissait pas, l'enveloppe tombait. Très clairement. Mais, je le dis, j'assume parfaitement, puisque ça a été dit, et je crois que ça a été dit très publiquement, et Monsieur le Président, cher Sébastien, vous ne pourrez pas me dire le contraire. La deuxième chose, c'est que nous avons parfaitement conscience que la situation des professionnels que vous êtes avec l'inflation n'est plus tenable. C'est pour ça que François Braun et moi-même avons demandé à l'assurance maladie d'ouvrir, j'allais dire, des négociations resserrées. Alors, je ne sais pas si on parle de négociations flash. Enfin, l'idée, c'est qu'on puisse aller assez vite pour vous permettre d'ouvrir ces négociations et de tamponner, autant que faire se peut, les enjeux autour de l'inflation. Donc, d'avoir une revalorisation qui, on est bien en mois de fin juin, début juillet, là, ne pourra prendre effet qu'au début 2024, j'imagine qu'on est dans ces périodes-là. En termes de négociation, le plus tôt possible sera le mieux. Voilà, moi je regrette, et vous le savez, parce que je le redis, hein, ces 500 millions qui étaient mis sur la table, c'était vraiment inédit pour la profession. C'était vraiment marquer notre volonté de se dire que nous avons besoin des kinés, qu'il était important qu'on puisse faire cet effort. Malheureusement, c'est le principe d'une négociation. Hein. Lorsqu'elle échoue, elle échoue. Il y avait des conditions. Voilà. J'ai pas le rôle le plus facile. Hein. Une réaction sur l'enveloppe. Alors, elle est perdue. Perdue. Bah, elle est perdue pour tout de suite. Hein. Voilà. Sébastien Guérin. Nous, notre sujet, encore une fois, c'est aller vite parce que on a bien conscience, et collectivement, hein, on peut se le dire, c'est partagé avec le ministère, c'est partagé avec l'assurance maladie, on en fait le constat, nous, sur le terrain. La situation est dans une profession économique extrêmement compliquée. Et voilà, d'où ces négo-flash, et on s'en est déjà largement parlé. Nous, notre sujet, c'est la structuration, et vous avez parlé de l'avancée à petits pas. Et aujourd'hui, les petits pas pour les kinésithérapeutes, on ne les voit pas. On ne les voit pas, et effectivement, dans cet avenant, il y avait des mesures structurantes qui permettaient d'avancer de quelques pas. Et la position qu'on tient et ce qu'on a mis sur la table, et on l'a largement exprimé publiquement, c'est que nous, on est prêt à retourner à une négociation flash, on est prêt à prendre nos responsabilités, mais à peine 6 mois après cette signature, on se doit de convaincre et d'embarquer les autres organisations syndicales, et on ne les convaincra pas, je pense, autrement qu'en repartant sur les bases fortes, qui étaient celles de l'avenant 7, augmenter de ces mesures flash. Donc voilà, c'est clairement
le cadre dans lequel nous, on va engager cette discussion avec l'assurance maladie. Non, mais en fait ce qu'on peut se dire, parce que je veux dire qu'à un moment, il faut aussi, même si la situation est difficile, il se trouve que je connais un peu la situation des masseurs kinés. J'ai 2 beaux enfants qui sont masseurs kinés. Donc, on évite parfois les discussions familiales entre un mari médecin et 2 masseurs kinés. Je n'ai pas une vie facile, moi, je vous le dis. Hein. Mais quand même, je pense qu'il faut considérer que cette négociation, j'allais dire, alors flash, éclair, en tout cas, qui montre que nous avons pris conscience de la nécessité d'avancer, on peut le considérer comme une première brique. Et que, vous le savez, on a besoin ensemble, pour votre profession, de construire, et j'allais dire de construire, de restructurer, de construire des briques, j'allais dire, structurelles qui nous permettent de monter l'édifice autour de votre profession. Et je crois que c'est l'esprit dans lequel vous êtes, en tout cas c'est l'esprit dans lequel vous étiez au moment de ces négociations. Il ne faut pas perdre ça et continuons à avancer ensemble. D'abord parce que vous en avez besoin pour votre profession dans le cadre de votre exercice, et nos concitoyens ont besoin qu'on puisse répondre aussi à ça. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être l'occasion dans l'autre question, je ne désespère pas de vous convaincre, dans d'autres affaires. Alors, il y a un sujet qui se pose, qui est le prolongement de cette situation conventionnelle, c'est celle du système conventionnel, qui est un système qui date des années 70, on l'a rappelé tout à l'heure, qui date de la naissance de la FFM-KR. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système conventionnel, cette manière de négocier, doit-elle être rénovée? On sent vraiment qu'il y a un déséquilibre qui s'installe au détriment des professions. On a eu l'occasion, avec Sébastien, d'en échanger un petit peu. Moi, ça fait 1 an que je suis bientôt ministre. On voit bien que c'est un moment important pour les professionnels. Ça, c'est important. C'est un moment important qui allie à la fois des enjeux financiers et que peut-être c'est la situation. Je n'ai pas regardé trop dans le rétroviseur comment ça se passait avant, mais c'est un moment où peut-être on occulte trop l'enjeu financier par rapport à l'évolution de la profession. Et c'est logique, parce que c'est votre métier. Enfin, voilà, le pharmacien que je suis, on est aussi sujet à des négociations conventionnelles. Donc, je ne sais pas s'il faut le balayer d'un revers de main, peut-être, mais je ne crois pas tout de suite, parce que pour le coup, on a déjà beaucoup de chantiers ouverts. Peut-être un jour, il faudra se poser la question. Moi, j'ai pas de... Parce que c'est jamais mauvais de réfléchir à comment nos professions et les professions de santé évoluent. J'ai pas d'avis tranché sur la question. En tout cas, je pense que c'est pas le moment, parce qu'on a d'autres chantiers, j'allais dire, d'importance et d'urgence sur lesquels on doit répondre. Peut-être celui-là viendra, mais quand on n'aura plus de problèmes de déserts médicaux, par exemple, ça va venir vite, parce qu'on va beaucoup y travailler. Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit le dossier urgent. Je pense qu'on peut l'avoir à l'esprit. Je ne suis pas sûre que ce soit la priorité. Pour autant, le travail du gouvernement, c'est les temps courts et les temps longs. Sébastien Garard, comment est-ce qu'on pourrait la rénover, cette convention, ce système conventionnel? Plusieurs pistes de réflexion et qu'on a déjà partagées. Alors, on n'a pas tout à fait la même analyse, parce que moi, je pense qu'on est un peu au pied du mur. Quand on voit la situation conventionnelle au cours des 6 derniers mois, toutes professions confondues, je pense qu'il y a urgence en fait à le rénover. Alors, pas forcément le grand soir et la réforme complète, mais en tout cas, comment redonner corps et consistance et capacité à négocier aux organisations syndicales majoritaires qui aujourd'hui sont de plus en plus balkanisées. On voit ce qui se passe chez les médecins, pour ne pas les citer, 6 ou 7 organisations représentatives, 3 chez les kinés, etc., etc. Et plus vous mettez de monde autour de la table, et plus c'est compliqué de discuter et d'avancer de façon constructive. Parce que quand les médecins, quelques syndicats vous ouvrent la négociation en criant haut et fort dans la rue, le CA50, on sait d'emblée que ça va planter. On a vécu un petit peu les mêmes travers et les mêmes difficultés chez nous. Donc j'en parle très librement, et c'est ce qui fait qu'on a du mal justement à mettre ces briques les unes après les autres, petit pas par petit pas, et à faire ce que sont en théorie ces conventions par essence, un outil de structuration de nos métiers, de l'organisation des soins. Aujourd'hui, on a quelques sujets de réflexion, et on concerte, on discute et on essaye d'avancer. Moi, je mets
deux choses essentielles sur la table. C'est d'une part offrir un socle interprofessionnel plus costaud, et notamment la CIP, et ça va faire le lien avec ce que vous avez soulevé tout à l'heure au sujet des MSP et le manque d'adhésion des kinésithérapeutes. Je voudrais juste lever une ambiguïté. La FFMKR et les kinésithérapeutes sont tout à fait favorables à l'exercice coordonné, y compris en MSP. Sauf qu'on a un vrai sujet conventionnel qui est celui du cadre des ACI MSP, qui aujourd'hui est exclusivement médico-centré et peut poser dans la construction du texte associé aux ordonnances qui vont à côté, notamment celle de mai 21, mettre en difficulté nos professionnels et porter atteinte et préjudice à leur autonomie et à leur indépendance d'exercice. Et nous, notre sujet, il est là. Et donc, moi, ce que je dis, c'est levons ce sujet et toilettons-le. Mettons l'ensemble des acteurs autour de la table dans le cadre des ACI MSP et construisons-le avec toutes les professions, et je dis bien toutes les professions, et on aura levé ces barrières et les 4000 MSP iront très très vite, elles seront pleines de kinés, il n'y aura pas de sujet. Ah mais ça, les 4000 MSP, elles vont aller très très vite, c'est l'objectif. Hein. C'est qu'avant fin 2027, moi j'aimerais bien qu'elles y aillent avec les kinés. Et d'ailleurs, dans les, je prends le point, Sébastien, sur ce sujet-là. D'ailleurs, dans les propositions que nous avons faites justement pour montrer le caractère nécessaire interpro de ces MSP, dans le cadre du stage, d'un des stages faits par les professionnels, nous allons permettre à tous les professionnels lors de leurs études de faire un stage en MSP et de découvrir cet exercice interpro. Je crois que c'est vraiment intéressant. Les jeunes étudiants sont en train de s'organiser comme ça. Et donc, c'est aussi leur donner à voir dans le cadre de leurs études cet exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. C'est ce que nous allons faire. Et l'autre sujet, l'autre point essentiel, c'est les critères de reconnaissance de la représentativité professionnelle qui aujourd'hui s'appuient exclusivement sur les résultats des élections aux URPS. Il suffit de monter 17 listes en allant choper une bande de copains à droite à gauche et on crée une émergence assez rapide finalement d'organisations qui, parce qu'elles sont contestataires, obtiennent cette représentativité et rentrent dans le jeu et polluent clairement les discussions conventionnelles. Oui, non, mais ce sujet, on est revenu à la convention là, mais sur ce sujet. La prime aux contestataires, aujourd'hui, on le voit dans différentes professions. Je crois que c'est chez les médecins, ça a atteint un paroxysme, mais ça émerge dans d'autres professions aussi. Est-ce qu'il n'est pas urgent de modifier les choses pour éviter, pour continuer à construire en évitant que le populisme gagne du terrain ? Alors, est-ce que ce sujet ne concerne que les professions de santé ? Je ne crois pas. C'est un sujet très large. Secteur, non, mais déjà dans notre secteur. C'est un sujet très large. Non, mais voilà, on a eu, je le redis, on a déjà eu l'occasion d'ouvrir cette discussion avec Sébastien. Je ne peux pas vous laisser dire que la prime au populisme, c'est celle qui régit les négociations, évidemment. Les élections, on parlait des élections, et ça rejaillit sur les négociations. Évidemment, ça rejaillit. Je crois qu'il est important d'entendre tout le monde. Je crois que c'est important. Ces revendications fortes d'une partie de votre profession, elles naissent d'un mal-être, elles sont la conséquence de plein de choses. Je crois qu'il faut entendre tout le monde. Moi, je le redis, moi, je ne suis pas fermée à ce que nous réfléchissions ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour les kinés est valable pour d'autres professions. Et quand Sébastien dit il suffit de faire des listes dans les régions de 15 venant de droite, de gauche... Non, je ne vais pas faire la blague. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Ici, il n'y a pas de politique. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Je crois que c'est important que peut-être les professionnels déjà, entre eux, réfléchissent à ce que serait ce modèle-là. C'est-à-dire que si déjà, entre professionnels, il y avait une réflexion d'engager, notamment dans la représentativité, et comment on organise au mieux la représentativité dans les territoires, c'est déjà un enjeu important. Et là, pour le coup, la volonté de travailler en interpro, à mon avis, d'abord, je pense que c'est l'avenir. Mais peut-être que les professionnels entre eux pourraient déjà engager ces travaux. Moi, je suis très favorable à l'initiative des professionnels. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans le cadre de partage des compétences. On va en parler. Mais Madame la Ministre, tout de même, arrêt sur image. On parle de représentativité, parce que c'est tout l'enjeu de la signature conventionnelle. Aujourd'hui, est-ce que, d'une certaine manière, les pouvoirs publics, à tout niveau, ne contribuent-ils pas à rendre les choses plus floues dans la mesure où vous recevez, disons-le,
où votre cabinet reçoit des organisations qui ne sont pas des organisations représentatives. Est-ce que d'une certaine manière, ça ne contribue pas à créer le flou ? Alors, excusez-moi, je vais vous répondre du tac au tac. Ce que vous venez de dire me choque profondément. Moi, je suis d'abord élu de la République, je suis ministre en charge d'une profession, je dois recevoir, que vous estimiez qu'une organisation ne soit pas représentative, je vous laisse juge. On n'estime pas, il y a un cadre. Non, mais il y a des organisations qui existent. À partir du moment où une organisation existe, permettez-moi de vous dire qu'à partir du moment où moi, on me demande un rendez-vous, j'ai pour habitude d'écouter. Je pense que ça ne veut pas dire d'adhérer à ce qu'on dit, mais je crois que peut-être nous souffrons aussi beaucoup d'un manque d'écoute. Et moi, à partir du moment où on me demande un rendez-vous, j'essaye, dans la mesure du possible, de recevoir les gens. Si je ne peux pas le faire, j'ai des conseillers qui font ça très bien, mais je pense qu'il est important qu'on puisse aussi écouter, parce que peut-être la montée d'un certain populisme, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la conséquence de ne pas avoir écouté certaines personnes. Peut-être aussi c'est ça. Donc on peut aussi renverser la machine. Après, la question est de se savoir... C'est quoi la représentativité Il y a un cadre légal. Il y a un cadre qui a été défini. Vous proposez de le revoir. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, et peut-être on passera au point suivant après, ce que je veux vous dire, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de terrain. Je suis, moi, profondément... Si je dis qu'un ministre est perturbé, ça ne marche pas. Surprise, choquée, perturbée peut-être, parce que je vois sur le terrain et ce que j'entends à Paris. C'est-à-dire que quand je vois les professionnels sur le terrain, tous les professionnels sur le terrain, ce n'est pas tout à fait ce que j'entends à Paris. Donc ça peut aussi, la représentativité, je peux vous la mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est ça aussi. Et voilà, et donc c'est ça. Donc je pense que la réflexion que propose Sébastien sur c'est quoi la représentativité, je pense que c'est peut-être aux professionnels de la construire, la représentativité. C'est peut-être ça l'enjeu. Mais c'est un vrai sujet, hein. Moi je le dis, ce que je vois sur le terrain, ce que j'entends sur le terrain, j'entends pas du tout la même chose à Paris. Ça doit pas du tout. Il doit y avoir des nuances peut-être entre les professions. Oui, enfin, pour le coup, on est pour ainsi dire prêt, hein, puisque on organise avec les libéraux de santé notre séminaire de rentrée précisément sur ce sujet. Donc on est évidemment à votre disposition pour vous faire part de nos projections, puisque voilà, on a réussi à bâtir une note blanche, hein, qui est pour ainsi dire stabilisée et qui serait en mesure d'apporter des éléments de réponse sur, on va dire en quelques bullet points, une dizaine de points, quelque chose qui permette de rénover ce système conventionnel finalement assez vite et sans non plus tout chambouler, parce qu'on comprend bien que derrière il y a quand même quelques textes à bouger, mais ça pourrait être un sujet PLFSS. J'attends les bullet points alors. Très bien, donc affaire work in progress, affaire à suivre. Alors rentrons dans les perspectives professionnelles. Tout à l'heure, vous avez évoqué les petits pas. Rassurez-vous, on va respecter le timing. Je sais que vous avez un train à prendre. Voilà, je sais que vous avez un train à prendre. Rassurez-vous, vous serez libéré à temps. Votre train est à midi, donc on a un peu de temps. Voilà. Donc pas de chance pour vous. Alors, non, simplement, je voudrais, s'il vous plaît, que nous rentrions dans les perspectives professionnelles. Vous avez évoqué la stratégie des petits pas. Parlons de l'accès direct. Est-ce que c'est pas un nano-pas plutôt qu'un petit pas ? Alors après, je parle de la PPL. On parle de la gradation des soins. On peut parler de la gradation des petits pas si vous voulez. Là aussi, je pense que est-ce que c'est préférable de faire un nano-pas plutôt que pas de pas du tout ? Le risque, c'était pas de pas du tout. Moi, je pense qu'il faut qu'on avance, mais je ne vais pas vous dire que ça me satisfait, mais c'est le constat. Et ça fait 2 fois quand même, parce que dans la première PPL RIST, déjà, il y avait l'expérimentation je vous rappelle qui n'a pas été mise en place. Je vous rappelle d'abord, petit 1, ça a été voté. L'enjeu, c'est que ce soit mis en place, et là, pour le coup, ce sera notre travail de vérifier à ce que ce soit mis en place. Ça, pour le coup, j'en prends l'engagement, et voilà. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a le pouvoir... Assez rapidement. Il y a le pouvoir législatif. La loi, elle a été votée. Maintenant, il faut la mettre en application. Moi, je respecte le travail législatif. C'était une proposition de loi issue d'un député. Le gouvernement l'a accompagnée. Maintenant, notre rôle, c'est de faire en sorte que cette loi soit effective
Et là, pour le coup, je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, et donc je serai vigilante à ce que ça le soit. Et on a un calendrier là aussi, peut-être. On a un calendrier déjà. Le plus rapidement possible, on va regarder ça, oui. Vraiment, je ne vais pas vous donner de calendrier parce que je me méfie, mais en tout cas, je prends l'engagement et je sais que Sébastien saura me toquer si jamais c'est pas le cas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il est important que ces premiers pas aient été franchis et que comme ça va marcher, et là, on compte sur vous pour que ça marche. Et j'ai toute confiance, et derrière, on pourra avancer. Je vous le redis. Et moi, tout à l'heure, vous avez parlé, Monsieur le Président, de corporatisme, je l'ai parlé, et c'est pas, on vise personne quand on dit ça, c'est toutes les professions. Je veux dire que l'intérêt d'apprendre à travailler ensemble, je dis bien apprendre à travailler ensemble dans le respect des compétences des uns et des autres, il est majeur. C'est bien la clé et une des clés de la façon dont on va pouvoir avancer, parce qu'on sait qu'on va avoir encore 8 ans très compliqués, 15 ans difficiles. Donc, on va construire cette méthode de travail, et on va la construire avec vous, les kinés. Enfin, moi, j'ai zéro sujet là-dessus. Et donc, cette culture que nous n'avions pas, il faut la construire. Et moi, je crois beaucoup plus en la culture de construction, pour vous faire plaisir, madame, avec des nanopas, plutôt que rien du tout. Et comme ça va marcher, après, on ira beaucoup plus vite. Et comme je crois beaucoup à l'initiative collective, on se dit que si on peut aller plus vite, peut-être il faut que cette construction, elle ne vienne pas ni du gouvernement, parce que c'est moche quand c'est le gouvernement, quand c'est les parlementaires, c'est pas mieux. Peut-être que si c'est les professionnels qui travaillent entre eux et qui nous font des propositions, on regardera. Mais moi, j'ai hâte de voir comment les professionnels, entre eux, peuvent faire des propositions pour avancer sur la délégation de tâches et des compétences. Et puis sans doute, c'est ça. Et puis sans doute le dialogue entre les professionnels et le ministre. Sébastien Garat. Enfin, mais ça, il n'y a pas de problème. Alors là. J'entends le volet de la construction législative et le pas à pas. Là où il y a un malaise finalement avec notre profession, c'est que l'accès direct, c'est une réalité de terrain depuis plus de 20 ans. Et moi, en tant que représentant d'une organisation syndicale représentative, mon sujet, c'est comment on préserve le kinésithérapeute qui va prendre un bébé un vendredi soir à 20h parce qu'il n'y a plus de médecin, qui va prendre une entorse de cheville un dimanche sur un terrain de sport, etc., qui s'expose réglementairement et qui aujourd'hui est, on va se le dire, obligé de traficoter pour régulariser a posteriori et courir après une prescription médicale. C'est ça notre sujet. Non mais, alors... Et dans le même temps, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est la perte le patient qui ne peut pas venir chez nous sans prescription médicale, qui va filer chez l'ostéo, parce que lui peut, et lui va échapper au parcours de soins. Et quand il ne reviendra dans la boucle 1 ou 2 mois après avoir fait 5-6 séances d'ostéo et avant de se dire je vais consulter un médecin, c'est cette perte de chance en fait. Et ça, c'est notre quotidien. Vous voyez que c'est de l'approche terrain. C'est une des approches terrain que vous affectionnez. Non seulement c'est l'approche terrain, je me permets de vous rappeler que j'étais encore il y a quelques temps pharmacien, et donc votre quotidien, c'était un peu le mien aussi. Et justement, c'est parce que c'était mon quotidien que je vous dis que ce que nous vivons sur le terrain, la réalité du territoire, une fois qu'il faut arriver dans les bureaux là, et mettre tout ça sur papier, c'est là où ça se complique. C'est bien ça la difficulté. Et donc l'idée, c'est vraiment, et pour le coup, c'est on ne peut pas le faire. Non mais si on veut que ça avance, il faut le faire ensemble et pas les uns contre les autres. Et c'est là où ça se complique. Et donc moi, j'entends ce que vous dites, c'était mon quotidien, et ça l'est toujours. Et c'est là que je dis, heureusement que les professionnels, et je rends hommage à tous les professionnels, heureusement que les professionnels sur le terrain, parfois, font ça, et les pharmaciens le font tout autant, et parfois les sages-femmes le font tout autant. Mais heureusement que les professionnels ont réussi à s'organiser, et la crise sanitaire a été un élément, j'allais dire, accélérateur de tout ça, à travailler ensemble. Mais après, il faut le formaliser justement pour protéger cet exercice-là. Et c'est là où la notion de collégialité, la notion de lutter contre certains corporatismes arrive. Et c'est là où je pense qu'on ne peut pas faire le Big Bang de souhaiter et d'aller plus vite, parce que sinon on freine tout le système et on n'avance pas. Et donc le choix des petits pas, j'allais dire, s'impose à nous. Moi j'entends ce que vous me dites, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais après, il y a nécessité fait loi et l'arrêté de ce qui se passe.
C'est soit on avance, soit on n'avance pas. Et ben on va avancer, mais sans doute pas assez vite, et ça je l'entends, mais on va avancer. Il y a un autre sujet sur lequel des avancées sont attendues, Sébastien Guérard l'a rappelé tout à l'heure, vous l'avez mentionné vous-même dans votre discours, c'est celui des travaux de la refonte du décret d'acte des kinés. Donc vous avez dit, on a engagé celui pour les infirmiers, les travaux de réingénierie pour le métier d'infirmier. Votre ministre de rattachement, François Braun, a rappelé que ce serait un chantier sur 16 mois. Donc, est-ce que ça veut dire que le chantier pour les kinés ne s'ouvrira pas avant 16 mois? Je crois que oui, je vais vous dire oui. Je pense qu'il faut faire profession par profession, parce que vous savez aussi, et vous dire on va le monter en même temps, ce serait vous mentir, et c'est pas ma philosophie. Je pense qu'il était important de commencer par le métier d'infirmier, parce que pour le coup, on a besoin d'infirmiers dans tous les secteurs, comme on a besoin de kinés, mais vraiment, il y a une nécessité de repenser et de retravailler autour de ce métier. La volonté, c'est bien de repenser toutes les professions, et ça nécessite un travail énorme, vraiment. Et pour le vif de l'intérieur, je sais que c'est un travail énorme. Et que nous avons des services qui sont très mobilisés. Et je tiens à rendre, même si de temps en temps on leur dit que ça ne va pas assez vite, je tiens vraiment à leur rendre hommage, parce qu'ils sont vraiment mobilisés sur beaucoup de sujets. Et la santé, c'est beaucoup de sujets. Et le travail fait autour de la refonte du métier d'infirmier, il est vraiment important, comme celui autour des kinés sera important. Donc vous dire qu'on va le faire avant 16 mois serait vous mentir. Donc la réponse est non. Par contre, le fait de prendre en compte qu'il faille le faire, la réponse est oui. Et on essaiera d'y arriver le plus vite possible, mais sans doute pas dans les 16 mois, non. Très bien, merci pour cette réponse claire. Autre question, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a parlé des ostéos, il y a un rapport IGAS qui vient de sortir sur les ostéopathes, les chiropracteurs. Est-ce que ce rapport IGAS semble vouloir pousser la reconnaissance de ces deux professions qui sont des ninis, finalement, ni professionnels de santé, ni autre chose? Est-ce que ces deux professions ont une chance de devenir profession de santé un jour? Bah là, vous l'avez dit, d'abord, ce rapport IGAS, je ne l'ai pas encore vu, donc on va le regarder. Monsieur le Président a pris une position très claire dans son discours. Là aussi, moi, je ne vais pas vous répondre oui ou non. D'abord, j'attends de voir ce rapport, j'attends de voir le travail de construction qui sera fait, et après d'échanges autour de ces professions. Alors, elles existent, mais comme dans toutes les professions, il y a des jeunes qui sont allés se former ailleurs, dans des bonnes écoles, et il faut regarder tout ça, il faut prendre ça calmement, j'allais dire, sans avoir des positions là non plus ni dogmatiques, mais vraiment des décisions très pragmatiques, et en tout cas des décisions qui seront partagées et co-construites, et où tout le monde sera entendu, et après gouverner, c'est décider, donc c'est ce que nous ferons. Sur le repérage des fragilités et le pré-repérage des fragilités, dans le cadre de la loi Bien Vieillir, il y aura une généralisation d'AICOP. Aujourd'hui, vous avez évoqué la nécessité de favoriser le repérage des fragilités des 50 ans. La FFMKR porte la création de rendez-vous, de bilan aux âges clés de la vie, notamment des 50 ans. À quel horizon ces dispositions pourraient être mises en place? Alors d'abord, moi je le redis, j'ai lancé une mission puisque j'ai en charge la santé, j'allais dire, des plus âgés. Et justement, l'enjeu de travailler sur la prévagilité, pour moi, est une absolue nécessité. Donc je prendrai attache auprès des professionnels que j'ai missionnés pour qu'ils vous écoutent et qu'ils vous entendent sur ce sujet. Ça me semble important. L'enjeu de l'activité physique adaptée, moi je le partage. Après, on va jusqu'où on va et comment on va, mais c'est un enjeu majeur. Et vous dire que sur la prévention, vous le savez, pour la première fois, on a un ministère qui s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention, que nous avons déjà voté dans le PLFSS les 3 rendez-vous aux âges clés de la vie, 20-25, 40-45, 60-65. Là, évidemment, il manque le 50 ans, mais 40-45, et ces enjeux-là sont importants, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que la prévention devienne culturelle en France. Plus on aura de prévention, moins on aura de curatif. Et dans la prévention, il y a bien sûr l'activité physique adaptée, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et ces 3 rendez-vous clés
sont majeurs, ils vont être mis en place assez rapidement. Sébastien Guérard, une réaction? De notre côté, vous le savez, on a partagé un certain nombre de propositions. On est effectivement à la disposition de vos équipes pour leur apporter toutes les productions nécessaires dans la mesure où c'est quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose dans lequel on croit. Et ça dépasse, de notre point de vue, le champ du sujet âgé, hein, mais vous l'avez rappelé, parce que, et notamment le champ musculo-squelettique. On se l'est déjà dit, mais on est intimement convaincu qu'il faudrait inverser de processeur, changer de façon de raisonner. Aujourd'hui, on a une médecine du travail qui évalue les incapacités à travailler. On ne s'est jamais posé la question de savoir quelles étaient les capacités d'un professionnel à tenir son poste. Et on sait qu'il y a des âges auxquels ça dérape, et c'est notamment les 40-45 ans. Et là, les kinésithérapeutes, encore une fois, ont toute leur place, parce que je crois que nous sommes probablement les professionnels les plus aguerris à évaluer les capacités fonctionnelles d'un individu. Et vous avez parlé d'ICOP, et ICOP, c'est un vrai enjeu. Hein. Et je reviens sur le plan anti-chute, parce que c'est aussi là la mobilisation des kinés, notamment au domicile, sur comment on accompagne et on développe ce plan anti-chute, qui est un vrai succès. On va se lancer vers le PAPA 2. Et bien sûr, les kinés sont partie prenante dans ce plan. 10 000 morts par an suite à une chute. Donc c'est un vrai travail nécessaire. Madame la ministre, dans quelques jours, nous aborderons le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le démarrage de la session financière et du débat finalement sur le financement des dépenses de soins pour l'année suivante, avec une première étape qui sera la publication du rapport chargé-produit. Quelles sont les perspectives à ce stade? Je mesure que tout n'est pas encore réglé, mais à ce stade, quelles seraient les perspectives poussées par votre ministère pour la kinésithérapie? Alors, à ce stade, je ne vais pas vous répondre, parce que là, nous sommes vraiment en train de construire... non, mais alors, permettez-moi, par moment, de pouvoir vous répondre et de vous dire qu'à un moment, je ne peux pas vous répondre. Vous savez que la construction du PLFSS, parce que j'imagine que c'est ce à quoi vous faites allusion, les travaux ont commencé là. Ils commencent vraiment d'abord dans des négociations financières, avec la définition du fameux ONDAM. Ce que je peux vous dire, qui ne va pas vous rassurer du tout, c'est que nous sommes dans des situations financières contraintes. Et donc, il va falloir faire des choix. C'est un peu ce à quoi nous sommes en train de travailler, c'est de construire un budget avec un ONDAM défini et avec des choix qui ne seront pas faciles à faire, parce que vous savez que la situation est difficile à la fois à l'hôpital, mais aussi en ville. Donc voilà. Quand Bercy vous presse de faire des économies, presse les différents gouvernements de faire des économies au moins à hauteur de 5%, est-ce que quand vous regardez les masses financières, votre premier réflexe est d'aller voir du côté des HAD, des SSR, est-ce que peut-être miser sur la ville, redéplacer les financements ne serait pas une source d'économie très pertinente? Il y a plein d'enjeux sur lesquels on peut regarder. Ne comptez pas sur moi pour vous dire oui et répondre à votre question comme ça. Je pense qu'il ne faut pas cibler et stigmatiser certains... Mais est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça fait partie des choses en débat? On pense à tout le monde. Il faut regarder tout le monde. Il faut regarder toutes les dépenses. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le dis aussi à demi-mot, mais là aussi on peut faire des économies. C'est un enjeu de société. C'est la transition écologique aussi. Là aussi, je le dis, le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Outre le fait de permettre à notre planète de mieux vivre, c'est aussi des enjeux d'économie. On a des enjeux autour de l'eau, on a des enjeux autour de l'énergie, on a des enjeux, et peut-être votre profession est concernée aussi, sur certains matériaux et produits de santé qu'on jette, qu'on pourrait réutiliser. Tout ce travail-là, il est aussi nécessaire. Ce sont aussi là des enjeux importants d'économie. Ce n'est pas balayer d'un revers de main votre question. Je pense qu'il est important qu'on regarde partout, dans tous les secteurs. Il y a des économies à faire. Mais l'enjeu, c'est de bien prendre en charge nos concitoyens aussi. Donc voilà. Voilà, Sébastien Guérard, une dernière remarque sur ce sujet. Dernière chose, parce que je sais que c'est très très attendu, hein, c'est le décret qui concerne les produits prescriptibles pour les kinésithérapeutes. Vous avez évoqué tout à l'heure les attelles qu'on peut en partie déjà prescrire. Vous savez bien que notre sujet, il est ailleurs. Hein. Le curseur, c'est les produits de santé, les médicaments notamment. Est-ce que vous avez des informations à nous livrer ?
Un scoop, s'il vous plaît. Alors, je vais être très déceptive. Je vais être très déceptive sur le sujet. Et je le redis, et j'assume. Hein, enfin, je crois que vous avez compris que j'assume. Vous faites allusion au paracétamol, peut-être. Entre autres. J'ai pas donné de marque. Hein, j'ai parlé, voilà. Paracétamol, anti-inflammatoire, allez-y. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui sont sur la table. Les discussions sont vraiment en cours, elles avancent. Est-ce qu'elles aboutiront? Je ne vais pas vous dire un oui 100%, ce serait pas honnête de ma part, mais vous dire qu'on avance et qu'on discute beaucoup sur ce sujet. Dans la politique des petits pas, alors là c'est des nanopas, ça veut dire que déjà on en discute, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Enfin, c'est pas satisfaisant, hein. Je vois bien que je ne suis pas... mais est-ce que pour vous ça fait sens? Est-ce qu'on a le droit à un joker? Le coup de fil à un ami, éventuellement? Je pense, coup de fil à un ami, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a un Jean-Pierre dans la salle? Non, je plaisante. Forcément. Non, je vais assumer. Non, mais je pense qu'il faut qu'on construise ensemble. Là aussi, je le redis, de toute façon, arrêtons. Enfin, c'est un peu de l'hypocrisie sur le paracétamol. Je vais parler du paracétamol. La personne qui a besoin de paracétamol, elle peut l'acheter sans ordonnance. Non, mais voilà. Et c'est toujours donc ça pourquoi d'économiser. pourrions-nous pas le prescrire? Vous voulez... Non, mais c'est pas une question d'économie, c'est une question de se dire, voilà. Donc, j'ai pas répondu à la question, mais quand même. Donc pourquoi pourrions-nous pas le prescrire? Parce qu'il peut l'acheter sans ordonnance. Mais il ne sera pas remboursé. Mais il ne sera pas remboursé. Bah oui, c'est bien l'enjeu. Donc on va le renvoyer au médecin qui va prendre une consultation s'il peut accéder aux patients? Non, je pense que nos concitoyens, 2,18 €, pas tous. Hein. C'est pas tous, pas tous. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On m'a fait signe devant au premier rang qui fait vraiment qu'on libère la Il y a deux petits sujets quand même avant de partir, même si j'ai un train à prendre, que j'aimerais quand même voilà, pouvoir avoir un échange avec vous sur deux sujets, deux blocs. Je reviens sur les maisons de santé, sur les CPTS. Vraiment, je reviens dessus parce que l'exercice coordonné, il est important pour les professionnels. Moi, je le redis, j'étais pas fan des CPTS. Pas fan. J'en suis maintenant membre. Je peux vous dire que dans l'exercice au quotidien, d'abord, apprendre ce que les autres professionnels et savoir comment les autres professionnels travaillent, c'est important. Ça nous permet aussi de découvrir les compétences des autres professionnels qu'on connaît mal entre nous. Et donc là, c'est un vrai lieu d'échange où on apprend à se connaître entre professionnels, où on échange sur nos compétences. Et vraiment, je le dis en toute humilité, parce que avoir échangé avec ce que pouvaient faire des sages-femmes, vraiment, au quotidien, avec l'évolution de la loi, ça c'était important. Et donc après, ça permet aussi, quand les professionnels sont mieux organisés, c'est quand même une prise en charge du patient qui est plus intéressante pour tout le monde. Et donc cet endroit-là, nous pensons que c'est vraiment le bon lieu pour avoir ces échanges. Et ça permet aussi d'avoir ces échanges très ouverts sur l'évolution de nos professions, l'évolution des prescriptions. Et ça donne lieu, je peux vous assurer, parfois à des débats très intéressants. Et moi, je pense aussi que c'est comme ça qu'on va réussir à lever ces barrières entre nous. Vraiment, je le dis parce que je le pense vraiment très sincèrement. Et dans le cadre de nos exercices, ces associations, elles permettent aussi de développer de la téléexpertise. Pour les professionnels, c'est intéressant la téléexpertise. Elle permet de développer des formations communes. La prise en charge du handicap, je sais que vous y êtes très attachés. Avoir tous les professionnels qui se forment ensemble sur comment on prend en charge les personnes en situation de handicap à l'échelle d'un territoire, c'est intéressant. Donc moi, je le redis, vraiment, je vous invite à regarder comment vous pouvez, vous n'êtes que 10% à être membre des CPTS. Je pense que quand on parle d'interpro, votre mobilisation, là aussi, pour faire avancer les choses, elle est importante dans ces structures. Les maisons de santé, c'est un lieu où on peut pratiquer, c'est autre chose. Il y a deux autres sujets sur lesquels je tiens à dire deux petits mots. C'est la sécurité des professionnels de santé et la santé des professionnels de santé. La sécurité des professionnels de santé, j'aurai l'occasion, avant la fin du mois, de présenter un plan d'action. Pour moi, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important. Et bien sûr, on aura aussi
avec vous, dans l'exercice de vos cabinets, il y a aussi des enjeux parce que certains de vos confrères et de vos consoeurs ont parfois aussi été agressés. Et donc, c'est un enjeu collectif sur lequel on avance. Est-ce que vous irez plus loin que la fois précédente, en 2009, où la seule production du pacte entre le ministère de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice, ça a été de produire une plaquette en expliquant aux professionnels qu'il fallait ranger le coupe-papier dans le tiroir plutôt que de l'avoir sur le bureau? Ouais. Alors moi j'aime bien les solutions pragmatiques. Celle-là en est une, hein, mais c'est pas suffisant. Donc ce sera. Je vous ai dit mettez des vigiles dans les pharmacies. Je vous ai dit un plan. Donc non. Pour le coup, on a fait une mission qui nous a donné 44 propositions. C'est un vrai enjeu. Et quand on parle d'attractivité des métiers, c'est aussi, ça fait partie du sujet. Il est inacceptable que des professionnels de santé se fassent agresser. Et ça commence aussi par une responsabilité individuelle que nous avons d'avoir accepté, j'allais dire, les agressions verbales. C'est-à-dire qu'on a trop accepté. Voilà. Et nous avons des enjeux de protéger les secrétaires qui font l'accueil. Ce sont elles les plus agressées, j'allais dire verbalement, qui font l'accueil dans vos cabinets. Donc là, il y aura vraiment des vraies choses et on fera ça fin juin. Certains en ont dans les cabinets. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans les gros cabinets, il y en a. Dans les gros cabinets. Et un deuxième sujet sur la santé des professionnels de santé. Là aussi, un professionnel qui se soigne bien est un professionnel qui peut bien soigner. Et donc là, on a lancé des choses. Et j'ai tenu vraiment aussi à les lancer à la fois sur les établissements. C'est assez documenté. Sur le monde libéral, pas du tout. Et on a obtenu 50 000 réponses au questionnaire que nous avons lancé sur le site du ministère. Et on va faire là aussi des propositions en ce sens. Et notamment là aussi permettre aux libéraux qui n'ont pas de médecine du travail. C'est tout l'enjeu. C'est comment on permet aux libéraux, à un moment donné, de prendre soin de sa santé, ce que nous ne faisons pas, parce que nous pensons que nous n'avons pas le temps, que peut-être nous pensons qu'on est trop fort. Mais non, on est comme les autres. Bien, merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Juste peut-être ajouter un petit mot avant de vous libérer. Enfin, moi, je tenais, et vous avez vu, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais à vous saluer quand même pour votre disponibilité, celle de votre cabinet. Et vraiment, enfin, j'en profite, il y a Sophie Augros et Antoine Nicoli qui sont là, le directeur de cabinet adjoint, toujours ultra réactif, toujours ultra disponible. Ça fait longtemps qu'un cabinet ne nous a pas été ouvert comme ça au ministère de la Santé. Et je tenais vraiment à le saluer et à vous en remercier. Merci.